Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bassam Tahan. Bonjour Bassam. Bonjour. Alors vous êtes géopoliticien, vous êtes spécialiste du Coran, professeur de langue arabe, et vous êtes également originaire d'Alep, en Syrie. Donc nous sommes venus à votre rencontre pour évoquer la conférence à venir de Genève 2. Donc est-ce que vous pourriez nous présenter déjà qui sont les participants, puisque la liste a finalement changé récemment? Vous savez, la tenue de ce Genève 2 est importante dans la mesure où elle montre finalement que les Nations Unies ne sont pas, comme instance internationale, n'est pas quelque chose d'autonome. La preuve en est que les États-Unis ne voulaient pas que l'Iran participe, et ben voilà, Ban Ki-moon a retiré l'invitation à l'Iran, après avoir dit que l'Iran participerait, et Zarif, le ministre des Affaires étrangères, a dit oui, qu'il irait à Genève, et voilà, aujourd'hui, non. C'est suite à un diktat américain. Il ne faut pas que les Iraniens participent. Alors pourquoi il ne faut pas qu'ils participent? Pour X raisons. D'abord pour faire plaisir à leurs alliés, le royaume saoudite. Vous avez noté que je ne dis pas l'Arabie saoudite, parce que pour moi c'est un contresens. C'est juste une petite famille soutenue par les Britanniques et les Américains qui a pris possession d'une grande partie de cette Arabie, mais ce n'est pas leur propriété. D'ailleurs, on reviendra, je crois que aussi, si la guerre de Syrie continue, c'est la Turquie et le royaume saoudite qui sont menacés d'éclatement. Mais revenons à Genève 2. Donc, pour faire plaisir à leurs amis saoudiens, ils ont exclu l'Iran. Maintenant, c'est une bonne chose pour l'Iran, parce que finalement, ce Genève 2, ça va aboutir à quoi? Pas grand-chose. On va essayer de trouver une paix, alors que tout le monde sait que personne ne veut de cette paix-là, chacun a ses conditions. Et le refus de l'Iran, justement, est très pertinent, parce qu'on a voulu faire avaler, gober à l'Iran, que dans Genève 1, il y avait une clause qui spécifiait qu'il fallait un gouvernement transitoire, c'est-à-dire qu'Assad accepte de brader son gouvernement légal et dire voilà, je m'en vais, je vous laisse le gouvernement et je m'en vais. Mais il faut être stupide pour croire à ça. Si pendant 3 ans, les forces du monde entier, si je puis dire ainsi, n'ont pas réussi à le dégommer, comment voulez-vous que là, ils se sentent faibles et qu'ils leur disent « venez prendre le pouvoir ». Mais c'est à mourir de rire. Et quand on voit les médias parler de ça, on se dit « mais encore une fois, ils nous prennent pour des veaux, quoi, comme je l'ai toujours dit. Mais c'est clair, et vous n'avez pas réussi à le déboulonner, donc il ne va pas partir ». Alors, l'Iran a répondu que si elle va à Genève 2, c'est sans aucune condition préalable. Et l'Iran a raison dans cela. D'ailleurs, si vous vous reportez au texte de Genève 1, moi je l'ai fait, c'est sur Internet, il n'y a rien qui spécifie qu'il faut que Assad parte ou qu'il faut une réunion, un gouvernement transitoire formé par l'opposition. Rien ne le dit, rien. Et il faut œuvrer pour, Et à l'époque, c'est juste Fabius, qui est surdoué, comme on le sait, sortant de l'école normale, qui a réussi à nous donner cette explication de texte que, effectivement, dans le texte, il faut qu'Assad parte. Alors, écoutez, moi je dois être analphabète. Je n'arrive pas à comprendre, à lire les textes de Genève. Et il y a juste une seule personne capable d'expliquer cela, c'est M. Fabius. Bon, mais malheureusement, les gens n'ont pas suivi la lecture de M. Fabius. Alors, donc pour cette conférence de paix, qui seront les participants? Donc, qui sera assis à la table des négociations? Alors, si vous voulez, il y a évidemment les Russes, puisque c'est eux qui ont appelé à cette réunion, et c'est pour cela que les Américains ont fait ce coup-là. C'est un peu pour montrer que, oui, la Russie
a organisé ce Genève 2, mais nous, les Américains, on a notre mot à dire. Vous voyez, ben, l'Iran ne viendra pas. Mais du coup, avec cela, ce camp occidental qui était contre la Syrie et les Russes se trouve pris à son propre jeu. Parce que, en faisant cela, le Conseil national syrien, qui est la première instance reconnue par les Français et les amis de la Syrie comme seul et unique représentant légitime du peuple syrien, ce qui est encore une autre monstruosité. Je ne vois pas comment des gens qui n'ont rien à voir avec la Syrie disent, ben voilà, c'est ce gouvernement-là qui... enfin, ces gens-là, c'est des habitués des 5 étoiles. Bon, il y en a beaucoup parmi eux qui étaient des traînes savates ou traînes babouches, comme on dit à Paris, et puis qui du jour au lendemain se sont trouvés dans des 5 étoiles payées par le Qatar. Là, le bailleur de fonds, le Qatar, c'est un peu marginalisé, c'est le royaume saoudite qui les paye. Bref, ce Conseil national syrien a trouvé une raison, parce qu'il n'a plus rien à... et il représente plutôt le Qatar. Et ce n'est pas de leur goût d'aller à ce Genève 2. Donc ils se sont retirés. On se retrouve avec cette retraite du Conseil national syrien, avec la coalition. Mais qui reste dans cette coalition? C'est le club d'Istanbul, c'est-à-dire, il y a parmi eux des anthropophages, hein? Il y a parmi eux à plus de 80% des frères musulmans, le Front islamique, et tout cela embête beaucoup. Pourquoi? Ce que je disais, la Turquie, aujourd'hui, connaît un marasme économique extraordinaire, la livre turque est au plus bas, la bourse s'est effondrée, et la Turquie veut bien finir avec cette guerre de Syrie, parce qu'il y a eu, comme vous le savez, un rapport de 2 associations turques qui ont bouleversé la donne sur tout ce que nous connaissons sur cette guerre de Syrie, puisque dans ce rapport, il montre bien que la Turquie est bien engagée dans la guerre de Syrie, et il réclame que le Premier ministre, son ministre des Affaires étrangères et son ministre d'Intérieur soient traduits en justice, en cour pénale internationale, pour crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en Syrie. Et là, pourquoi ce rapport est important? Parce qu'il est plus crédible que n'importe quelle autre source. C'est des gens qui ont été au nord de la Syrie, dans cette partie, qui ont pris des photos. Il y a des journalistes, il y a des avocats. C'est l'association de 45 avocats qui portent plainte. Et peut-être que les représentants de l'Arménie occidentale, qui hier ont élu leur parlement, leur président, leur gouvernement, peut-être se portera comme partie civile dans cette affaire-là, ne serait-ce que pour les Arméniens d'Alep, parce que M. Erdogan a continué le génocide contre les Alévis de Syrie, c'est-à-dire la confession à laquelle appartient le président Bachar el-Assad, les Arméniens de Syrie et les Kurdes. Donc Erdogan, il a de la suite dans les idées, il ne reconnaît pas le génocide des Arméniens, il poursuit le massacre des Kurdes, des Alévis et des Arméniens en Syrie. Il ne faut pas achever le génocide. Et ce pays-là va entrer en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils font au Quai d'Orsay, là? Je crois que les responsables ont été contaminés par le club 5 étoiles du Conseil national syrien. Alors vous pourrez trouver sur notre site donc, un article qui parle justement du rapport de ces 45 Turcs qui ont été notamment en Syrie pour faire ce rapport. Vous parliez justement de la Turquie qui souhaite entrer dans l'Europe. Il y a un ressortissant d'origine turque, un ressortissant belge qui s'appelle Kim Jong-gur, qui est actuellement en prison en Italie, justement à la demande de la Turquie, qui l'accuse d'activité de terrorisme, alors que les charges sont visiblement plus que minces, puisqu'il a déjà été arrêté en Espagne et dans différents endroits, et qu'à chaque fois il a été relâché, manque de preuves. Mais malgré tout, il y a toujours une carte rouge Interpol à son encontre. Oui, ça montre le dysfonctionnement justement de l'Europe. Parce que comment la Cour de Bruxelles a prononcé la relaxe et l'a innocenté. D'accord? Parce que vous savez au départ pourquoi il a été arrêté et tout, que comme quoi il aurait traduit dans sa jeunesse, il y a quelques années, des textes
d'un parti turc de résistance, d'opposition à l'establishment turc, en français. Voilà. Et alors, le dossier a été examiné maintes fois et on a prononcé la relaxe. Alors, je ne vois pas, alors qu'on est en Europe, il y a une seule justice pour tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, il est allé déjà en Espagne, ils l'ont arrêté en Espagne, puis il a été relaxé. Là, en Italie, on rebelote, n'est-ce pas? Non, ça prouve que la justice en Europe est aléatoire et on se fait ridiculiser. Ceci dit, moi, j'ai beaucoup d'estime pour Barre, parce que c'est un ami et un camarade de lutte, je n'ai pas à le cacher, et je ne crois pas que ce soit un terroriste. Les terroristes, ce sont les gens qui le poursuivent, qui envoient des mercenaires, des islamistes, des takfiris en Syrie. Voilà les terroristes. Et là, permettez-moi de dire, moi qui ne crois pas, n'est-ce pas, qui ne suis pas pour toutes les associations religieuses, mais je crois que Fethullah Gülen, l'ennemi juré maintenant d'Erdogan, a raison de montrer du doigt que Erdogan soutient un fanatisme religieux islamiste et bien loin d'être modéré et ne cherche pas la justice sociale, voire son dossier de corruption, et cela part d'un prédicateur religieux qui est, vous voyez, donc je crois que le temps est venu pour que l'Europe, dans ses plus hautes instances, pense un peu, considère la Turquie d'une manière beaucoup plus objective, se glacie un peu au devant de l'Europe. Je crois que si un jour il s'effondre, et je crois qu'il va s'effondrer, il va falloir que l'Europe repense l'homme malade, le nouvel homme malade qui est la Turquie. Vous savez, on disait l'homme malade de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, l'homme malade, c'est Erdogan et son gouvernement qui est bien loin de la tradition laïque turque, avec laquelle nous partageons des valeurs. Nous avons des valeurs en commun, les Européens. On est laïcs quand même. Et c'est une honte qu'il n'y ait pas d'intervention au plus haut niveau de l'État français pour libérer Barre en Italie. C'est une honte. Alors, est-ce que vous parlez du rapport entre l'Europe et la Turquie, mais il est un petit peu, biaisé ce rapport par le fait que les États-Unis ont toujours voulu que la Turquie fasse partie de l'OTAN, voire de l'Union européenne. Donc il y a une volonté claire des Américains d'interférer dans ce dossier-là. Pour revenir un petit peu sur la série, donc c'est vrai qu'on faisait la liste des participants, mais c'est vrai que c'est très intéressant de faire la liste aussi de ceux qui ne participent pas. C'est presque plus intéressant finalement. Donc on a parlé de la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar également, on en a parlé brièvement, de l'Iran, et on n'a pas parlé d'Israël. Ah oui, parce que vous comprenez, chaque fois qu'il y a un problème au niveau du monde arabo-musulman, les États-Unis et l'Occident cherchent à mettre à l'écart d'Israël pour sa sécurité. Vous voyez, par exemple, prenez dans toutes les guerres du Golfe, c'était net, il ne fallait pas qu'Israël intervienne. Sinon, il n'y a plus de consensus. Ceci dit, aujourd'hui, on a des preuves qu'il y a eu des contacts entre les Saoudiens et les Israéliens. Vous voyez, ça, c'est-à-dire, le monde occidental se trouve un peu en porte-à-faux dans cette affaire d'Israël. Et il sait très bien qu'Israël est une pièce maîtresse dans la région. Et c'est incontournable. Mais il ne peut pas l'intégrer pour sauver un peu la face, le consensus. Autrement, ça va s'effondrer. Déjà que la Turquie a des problèmes avec Israël, le monde arabe, c'est connu, ça crée un malaise. Ceci dit, évidemment, Israël est impliqué dans cette affaire-là. Israël est intervenu 2 fois, il a bombardé la Syrie, chose d'ailleurs inadmissible. La Syrie est un pays souverain, mais vous me direz, en ce moment, tout le monde entre en Syrie et tout ça se passe comme si... Et c'est très peu relayé par les médias.
Ah oui, alors là, les médias, vous faites bien de souligner, parce que il fut un temps en France, il y a un an, où on nous bassinait du matin jusqu'au soir avec le problème syrien, parce qu'il y avait une volonté de l'État, au plus haut niveau, de noircir, de diaboliser. D'engager les forces françaises. Voilà. D'ailleurs, les forces françaises, entre nous, elles n'auraient même pas pu intervenir vraiment. Hein, parce que nous n'avons pas de missiles. Tomahawk. Voilà, pour les lancer de mer, de nos sous-marins. Donc, c'était un peu, peut-être, une opération pour rehausser l'image de la France au niveau intérieur. Mais finalement, vous avez vu, ça a fait l'effet contraire, parce qu'on a vu qu'on était mis, comme on dit familièrement, out, en dehors, sur la touche, par les Américains. Hein. Et là, on n'était pas fiers. Hein. On n'était pas fiers. Je crois, je l'ai déjà dit maintes fois, quand on fera l'histoire de cette période de 3 ans, on ne pourra pas ignorer ou ne pas souligner la médiocrité du Quai d'Orsay dans toute cette crise. À tous les niveaux, hein. À tous les niveaux. Parce que là, presque la France reconnaît le Front musulman, puisque le représentant de la coalition à Paris reconnaît, et nous on reconnaît. Et comme j'ai toujours dit, A reconnaît B qui reconnaît C. Donc A reconnaît C. Donc la France reconnaît le Front islamique. Donc on ne peut pas dire qu'on mène une lutte contre Al-Qaïda et en même temps reconnaître toutes les ramifications d'Al-Qaïda en Syrie. Et là, vous voyez, la télé, rien, les médias, on ne parle plus de Syrie parce que ils ne vont pas vous dire qu'on s'est trompé pendant 3 ans. Hein. D'ailleurs, vous avez vu que je réapparais à la télé. Ils ont peut-être fini par comprendre qu'on ne pouvait pas quand même continuer à maintenir le public français dans cette intoxication médiatique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le mensonge ne peut plus tenir. Quand on chaque semaine, Assad va chuter la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent. 3 ans après, les gens ont une certaine mémoire, même si l'information va vite et qu'une information remplace l'autre, les gens ont une mémoire. C'est vrai que Fabius parlait il y a 2 ans, je ne sais plus quelle date précisément, il disait que Bachar al-Assad ne méritait pas de vivre, ce qui est une phrase diplomatiquement incorrecte. Très incorrecte, c'est le moins qu'on puisse dire. On va même pas parler d'éthique humaine. Aujourd'hui, le discours dans les médias a changé, c'est-à-dire que même ils sont obligés de reconnaître que les rebelles se tirent entre eux, se tirent dessus entre eux. Ils sont obligés de reconnaître. Mais ils le veulent aussi. Vous savez, il y a une hypocrisie. L'hypocrisie de l'Occident, c'est-à-dire finalement, ils ne sont pas mécontents. Hein. La Syrie, ils voulaient détruire la Syrie. Ça y est, c'est fait. Mais la Syrie va renaître comme un phénix. Et Bachar el-Assad va être réélu sûrement, parce que tous les sondages de tous les côtés, des ennemis comme des amis, le donnent gagnant s'il se représente. Vous voyez ? Et il y a déjà une campagne qui démarre avec Genève 2 pour qu'il se présente comme candidat pour un nouveau mandat. Donc, vous voyez, ce qu'on avait dit au départ, que peut-être le ministre Juppé irait, Fabius irait, Hollande peut-être, mais Assad va rester. Hein. Mais, alors, avant qu'on termine cette interview, j'aimerais que vous nous donniez, puisque ce conflit déchire, ensanglante la Syrie depuis 3 ans maintenant, que vous nous donniez un peu les espoirs que vous apercevez, les pistes de solutions, qu'elles soient militaires, diplomatiques, humanitaires. Alors, je dirais qu'il y a 2 conclusions à tirer. D'abord, l'Occident a compris enfin que ce n'était pas dans son intérêt d'aider cette coalition fantoche, parce qu'elle ne représente rien. Ils ont vu qu'elle ne représentait rien. Ceux qui se battent disent ne pas la reconnaître. Vous voyez ? Le Conseil national syrien, c'est pareil. Ils l'ont élargi parce qu'ils voyaient que ça n'allait pas. Non. Il y a une sorte de lâchage. On lâche ces gens-là, mais pour sauver la forme, la face, on dit, bon, allez,
les seuls. Alors qu'il y a d'autres représentants du peuple syrien. Moi, je peux vous dire que je représente aussi une partie du peuple syrien. Hein, avec le nombre de vidéos d'intervention, j'ai des gens qui adhèrent à mes idées et qui me soutiennent. Et peut-être beaucoup plus que la coalition. Vous voyez? Ça, c'est une chose. Donc, deuxièmement, ils ont compris, la deuxième conclusion, c'est que la Syrie est devenue un sanctuaire d'islamistes qui, aujourd'hui, met en danger la sécurité mondiale. On a vu qu'il y avait 750 Français djihadistes là-bas, même parmi eux des mineurs, ou quelqu'un qui est parti avec sa petite fille de 5 ans. Vous vous rendez compte? Ces gens-là, ils vont aller où après cette guerre de Syrie? Je l'ai dit au début, faites attention, vous jouez avec le feu. Et ce n'est pas le cas uniquement de la France, c'est le cas de la Grande-Bretagne qui a fermé ses frontières. Tout djihadiste allé en Syrie n'a plus le droit de rentrer en Grande-Bretagne. L'autre problème, c'est la Turquie. Hein? Il y a près, selon les rapports des services secrets occidentaux, près de 100 000 djihadistes aujourd'hui en Syrie qui se battent contre l'armée régulière. Vous voyez? Ça va être pareil pour le Liban, alors que, à juste titre, Hollande cherchait à ce que le Liban soit épargné. Mais il n'a rien fait pour l'épargner, au contraire. La politique de l'Élysée s'opposait à l'autonomie du Liban. Et alors, c'en est de même pour la Jordanie, parce que c'est devenu une base pour faire entrer les djihadistes venus du royaume saoudite. Et ne parlons pas de l'Irak, qui est une zone enfin, bien sûr, c'est le chaos en Irak, je crois. Bien sûr, parce que vous voyez, vous prenez ce cœur de ce qu'on appelle nous le désert du Cham, le désert de la Syrie, du Proche-Orient. Vous avez le nord du royaume saoudite, l'ouest de l'Irak, la Jordanie, le sud de la Syrie. Tout ça, c'est un cercle sunnite, sans faire du confessionnalisme, qui se sont menacés par l'axe de la résistance dont le noyau est chiite. Cet axe de la résistance n'est pas chiite 100%. Il y a des chrétiens qui adhèrent, il y a des sunnites, il y a de tout. Ce sont les gens qui ne veulent pas de la politique des États-Unis dans la région et des ennemis jurés d'Israël. C'est vrai, il faut appeler un chat un chat. Bon, mais en donnant ce soutien à ce noyau dans cette région-là, vous mettez en cause toute la stabilité du Moyen-Orient et du monde. Parce que si les islamistes s'infiltrent à nouveau en Turquie, la Russie ne laissera pas passer. Parce que la Russie se trouvera menacée par cette nouvelle donne. Les musulmans du Caucase vont passer à l'attaque. Et alors justement, puisque vous évoquez la Russie, une petite question qui n'a pas forcément un rapport direct avec la Syrie, quoique. Pensez-vous que l'Arabie Saoudite soit liée d'une manière ou d'une autre justement aux attentats de Sochi et par rapport à certaines déclarations? C'est ce qu'a dit le ministre russe, je crois. Ils sont parce que Bandar, le directeur des services secrets du royaume saoudite, a menacé la Russie. Il a essayé tous les moyens d'acheter des armes, les amadouer, mais Poutine est intraitable. Et d'ailleurs, Poutine a menacé, on verra d'ailleurs, il leur a dit, si jamais il y a des attentats, le royaume saoudite payera, et on le fera payer. Et on sait que Poutine ne rigole pas. Si vraiment le royaume saoudite va commettre des attentats, regardez aujourd'hui, il y a un attentat au Liban, aujourd'hui même là. C'est sûrement les Saoudiens qui sont derrière. Et je vous dirais, on a parlé de la Russie. Prenez les attentats qui ont eu lieu en Chine. Les terroristes ouïghours. Je ne dis pas que les Ouïghours sont tous terroristes, loin de là. Mais, d'après les rapports, ce sont des gens qui ont été entraînés en Turquie et qui se sont battus à Alep et qui ont été commettre des attentats en Chine. Je vous dis, la crise syrienne est devenue un danger islamiste pour le monde entier.
Et les États-Unis ont compris cela et ils sont embêtés. C'est pour cela qu'ils vont à Genève 2, mais en même temps, il faut sauver la face, qu'eux encore sont les plus forts. C'est pour cela qu'ils ont exclu l'Iran. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, M. Bassam Tahan, tu avais peut-être une dernière question? Oui, j'avais une petite question justement, Oui. on parlait de la Chine, c'est quoi sa position par rapport à ce conflit syrien et sa position et quelle est est-ce qu'elle a un rôle justement dans ce... Oui, parce que vous Genève. voyez, la Chine considère la Syrie comme un pays ami. C'est-à-dire, si on simplifie notre vision géostratégique et géopolitique, et quand même, la Chine est dans un camp opposé à l'Occident, bien qu'elle soutienne par les bons du Trésor américain les États-Unis. Elle est liée à cette économie. Mais jusqu'à quand? On a vu d'ailleurs que de plus en plus les États-Unis s'intéressaient plus à la mer de Chine qu'au Proche-Orient. Ça, c'est aussi une thèse honorable. Maintenant, la Chine a toujours aidé la Syrie de par le passé, comme à l'époque de l'Union soviétique. La Syrie était pour l'indépendance du Vietnam, elle était pour la Chine, elle a vendu des usines très modernes à la Syrie. Donc, elle considère la Syrie comme un pays ami. La preuve en est, c'est le veto. la possession de droit de veto, oui. Voilà, au Conseil de sécurité. D'une part. D'autre part, il y a des intérêts économiques. La Chine, avant la crise, devait implanter dans tout le désert syrien des moyens de produire une énergie solaire et très peu chère. Voyez. Alors, maintenant qu'il y a ce problème islamiste, la Chine s'intéresse de très près à ce qui se passe au Proche-Orient, parce que elle a bien vu que ces terroristes venaient du nouveau sanctuaire d'Al-Qaïda, qui est malheureusement la Syrie, et qui est devenu comme ça grâce à la politique erronée de la France, des États-Unis et du Royaume saoudite, de la Turquie surtout, de la Turquie. Oui, oui. Voyez, mais ceci dit, la Chine aura un grand avenir en Syrie, sûrement, parce que même au niveau du financement, parce que jusqu'à maintenant, les employés syriens reçoivent leur salaire, les fonctionnaires. Et il y a 3 pays qui aident, c'est limpide, c'est la Russie, l'Iran et la Chine. Voyez. Eh bien, Monsieur Bassam Tahan, merci beaucoup pour cet entretien, une nouvelle fois sans langue de bois. Merci au Cercle des volontaires. Vous savez, moi je vous aime beaucoup. Parce que vous représentez une France perdue et qui promet, quoi, qui est pleine d'espoir, et qui ose affirmer un discours avec tout le danger que ça comporte. J'espère que vous n'aurez pas de problème contre ces médias ambiants, qui font de l'intoxication, c'est malheureux à dire, et qui, comme je vous ai dit, plus personne aujourd'hui ne parle de la Syrie. Et pourquoi? Eh bien, la réinformation n'a pas de prix. Eh bien, merci pour votre analyse. À bientôt. Merci à vous. Merci.